Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un cours concernant les alkylations des composés bêta-carbonylés. Ces composés, nous les avons déjà rencontrés précédemment, mais je pense qu'il est quand même nécessaire de faire un petit rappel dessus et de bien replacer les choses au niveau de ces composés, parce qu'ils interviennent de façon importante en rétrosynthèse et petit tuyau, je les utilise quand même souvent dans les questions d'examen parce qu'ils sont relativement facilement reconnaissables et que ça permet d'obtenir des molécules intéressantes. Donc, nous y voici. On va parler de ce qu'on appelle des composés bêta-carbonylés ou également des 1,3 dicarbonylés. 1,3 pourquoi? Parce que les deux fonctions CO de ces composés sont séparées par 3 carbones, comme je les ai notés. Une autre appellation qu'on utilise, c'est le carbone alpha, c'est le carbone numéro 2 situé entre les deux groupements carbonyles. Pour rappel, ce carbone alpha possède deux hydrogènes acides que l'on peut venir chercher avec des bases. On va surtout utiliser deux composés bêta-carbonylés, à savoir le premier, le, le malonate de diéthyle. Donc on remarque que ce composé possède deux fonctions ester, d'accord? Et sur cette représentation-ci, j'ai dessiné les deux protons acides. Alors, il y a également son cousin, l'acétoacétate d'éthyle, qui lui, en fait, c'est une cétone et couplée à un ester. Donc je rappelle, on a le malonate de diéthyle et l'acétoacétate d'éthyle que l'on avait déjà rencontré auparavant. Alors, si on part sur les propriétés chimiques de ces composés, alors l'exemple est donné pour un composé de type acétoacétate d'éthyle, donc c'est-à-dire où on a une cétone qui possède deux types de protons acides. On a les protons acides bleus à ce niveau-là, celui qui n'est pas situé entre les deux fonctions carbonyles. On remarque que le pK est supérieur à 20, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller le déprotoner avec les bases que nous allons utiliser. L'autre proton, c'est le proton du carbone alpha. Ils ont un pK1 compris entre 10 et 15. Pour la chimie organique, on considère ce proton comme acide. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme base? Si on est avec des esters, il est préférable d'utiliser des alcoolates. Donc voici un alcoolate, donc c'est l'alcoolate d'éthyle, d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un alcoolate? C'est l'éthanol, par exemple, qu'on a déprotoné pour former un alcoolate, c'est-à-dire qu'on lui a arraché le proton situé sur sa fonction alcool. Donc, pour la base, le meilleur champ est un alcoolate identique au composant alcoolate de l'ester. Pourquoi? En fait, c'est pour éviter des réactions de transestérification, c'est-à-dire que si on fait réagir ça avec un autre alcoolate que celui qui correspond à l'ester, on va avoir à ce moment-là des différents mélanges d'ester puisque on aura des réactions à ce niveau-là. Il y a un cas particulier, en fait, pour les composés entre guillemets dicarbonylés qui possèdent des fonctions et pas une seconde fonction CO, mais un groupement nitrile, un groupement CN, à ce moment-là, on doit
pas utiliser d'alcoolate, on utilisera de l'hydrure de sodium, c'est-à-dire du NaH, vous le verrez dans les exemples. Alors, qu'est-ce qui se passe si je viens déprotoner, grâce à mon alcoolate, le proton en alpha? En fait, la liaison hydrogène-carbone va venir se replier pour former une double liaison carbone-carbone, ce qui va faire sauter la double liaison carbone-oxygène. On va obtenir donc un genre d'énol, hein, pour ceux qui voient, de molécules de ce style-ci. D'accord? Donc en fait, c'est la molécule réactionnelle, c'est celle qui va réagir avec des électrophiles tels que des composés bromés ou chlorés. C'est ce qu'on lui fait rencontrer. Donc on va prendre par exemple de l'iodure de méthyle ou du bromure de méthyle, à savoir que au niveau du carbone du CH3, on a un environnement delta+. Il est déficitaire en électrons. Donc, une paire libre de l'oxygène va venir se remettre sur la liaison carbone-oxygène, et ce qui va permettre à la double liaison carbone-carbone de venir attaquer le méthyle, et le méthyle va rompre sa liaison avec l'halogène pour former ces fameuses liaisons carbone-carbone. Donc on voit bien qu'on est revenu à la structure du composé de départ, sauf qu'on a ajouté un groupement méthyle à ce niveau-là. Un petit exemple. Donc ici, j'ai pris une base. Cette base, c'est une base connue en chimie analytique, c'est du K2CO3, c'est une base relativement faible. Pourquoi, dans cet exemple, n'ai-je pas été obligé de prendre un alcoolate? Moi, monsieur, moi, je sais. Ah, c'est bien ça. Ben, parce qu'en fait, ce sont des cétones, c'est une dicétone, donc on n'a pas d'ester, donc on n'est pas obligé d'utiliser un alcoolate comme base. Ah, ben c'est bien comme réponse. Ouais, je fais comme si un peu j'avais du public devant moi, hein. Ben, c'est pas vrai, enfin. Donc, j'ai formé mon énolate à ce niveau-ci, c'est-à-dire l'intermédiaire qui va venir réagir sur le dérivé halogéné. J'ai pris un iodure de méthyle pour cet exemple. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, une paire libre de l'oxygène va revenir pour former une double liaison carbone-oxygène, et la double liaison carbone-carbone va venir attaquer le méthyle qui, je le rappelle, est porteur d'une charge delta plus, et on obtiendra notre dicétone alkylé en position alpha. Voilà. On va continuer. On va faire une petite analyse rétrosynthétique. Attendez, je vérifie parce que j'ai l'impression d'avoir sauté une page. Ah non, c'est dans les exercices. Excusez-moi, j'ai fait les exercices en même temps. Donc, on a ce composé. Qu'est-ce qu'on remarque? On a un éther de phényl. Donc les éthers de phényl, on part du phénol, mais ils sont très stables. Et on a ici deux autres éthers. Le premier, éther de méthyle, le second, éther de méthyle. Mais on peut remarquer autre chose, c'est que les positions de mes molécules, de mes deux atomes d'oxygène, ils ont une position, attendez, il me faut mon petit truc, voilà, 1, 2 et 3.
on a bien une position 1, 3. Ça doit nous faire directement penser au composé 1, 3 dicarbonylé. Comment on va faire? La première chose, en fait, c'est de réaliser d'obtenir l'alcool. Donc ici, je suis parti en transformant en dérivé bromé pour penser en fait à la synthèse. Donc j'ai fait une rupture de liaison comme on a fait au début une CO éther. J'obtiens des dérivés à carbone ici delta plus avec mes deux bromes. Ensuite, mes deux atomes de brome, je vais les transformer, faire une TGF pour obtenir un alcool. Et ensuite, bah, le but de la manœuvre, vous voyez, j'ai déjà noté 1, 2, 3. Le but de la manœuvre, c'est de faire apparaître un composé bêta-carbonylé. Donc, je ne sais pas si vous le savez, même que les esters ou les acides carboxyliques, je peux les réduire en un alcool primaire, en alcool terminal. Donc, je me dis, je vais faire une TGF réduction et faire apparaître à ce moment-là mon manolate de diéthyle comme ceci. D'accord? Si vous ne voyez pas bien, vous verrez mieux cette phase-là dans la synthèse. Donc je répète, on peut aisément réduire le malonate de diéthyle en deux fois, en deux alcools. D'accord? Donc on fait ça en rétrosynthèse. Ensuite, là on est parti sur du classique. Je fais une déconnexion de type 1, 2, carbone, carbone. Vous voyez, je vais enlever l'autre partie. Ici, ça devient très visible. J'obtiens mes deux syntons. Bien entendu, pour que l'alkylation au niveau du malonate de diéthyle se déroule, j'ai besoin d'un électrophile, c'est-à-dire d'un carbone delta+. Donc on va utiliser les halogènes. Donc voilà, je répète dans la rétrosynthèse, le plus compliqué était de voir à ce niveau-ci la relation 1,3 entre mes deux éthers. Pour la synthèse, on part du fameux malonate d'éthyle. Je le fais tout d'abord réagir avec sa base. Vous voyez que c'est un ester d'éthyle et j'utilise de l'éthanolate comme base. Ensuite, je lui fais rencontrer mon électrophile et j'ai bien l'addition 1, 2. Ici, j'ai bien ajouté ce groupement. Alors, regardez. Donc, j'ai mes deux groupements ester. Je les réduis avec du LiAlH4 et la réduction va se dérouler jusqu'au bout. On va dire que si on réduit une première fois, on arrive à l'aldéhyde correspondante et l'aldéhyde se fait directement réduire en deux alcools primaires dans mes alcools ici terminaux. Oui, je n'ai pas voulu recopier, donc il y a un peu des ratures. Donc on a bien mes trois carbones qu'on reprend ici, hein, qui proviennent du malonate de diéthyle. Ensuite, un composé que vous avez vu mais certainement oublié, le PBr3, va permettre de transformer mon alcool en dérivé bromé. Et ensuite, je le fais réagir avec du méthanolate qui va venir réaliser une substitution nucléophile au niveau de ce carbone-là, c'est-à-dire que la charge négative va venir attaquer le carbone ici et que je vais rompre la liaison carbone-brome. J'obtiens bien donc ma molécule cible. Donc voilà, comme c'était des rappels, je n'ai pas fait trop long.
mais vous avez une série d'exercices sur ce thème des composés 1, 3, dicarbonylés pour bien comprendre tout ce système. Alors, on va continuer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu les déconnexions 1,3 carbone-carbone, on a vu les déconnexions 1,2 carbone-carbone. On va voir les dernières, les déconnexions de type 1,1 carbone-carbone. Alors, quand on aura fait ce chapitre, on va en fait tout remettre ensemble et on va commencer à mélanger ces différentes déconnexions sur des molécules un petit peu plus grosses et ce ne sera plus aussi systématique. Donc, on continue avec ces déconnexions de type 1,1 carbone-carbone. Qu'est-ce qu'elle cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Par exemple, j'ai ce genre de composé, c'est-à-dire un alcool tertiaire. J'ai 3 groupements carbonés, d'accord? Donc je décide, j'aurais pu enlever, faire une déconnexion d'un côté ou de l'autre, ça revenait au même. Donc de faire une déconnexion de type 1,1 parce qu'en fait on agit sur le carbone qui porte, la fonction OH. Et derrière AOH, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir un composé carbonylé, une CO. Et quel type de réaction nous permet cela? Ce sont les réactions de Grignard ou les réactions d'organomagnésia. Alors, dans cette déconnexion, je vais avoir un synton négatif et un synton positif. Pour le synton positif, en fait, on doit penser à la CO. Vous voyez que ici j'utilise l'acétone. Pourquoi? Parce que les réactifs de Grignard fonctionnent sur les aldéhydes et les cétones et on va utiliser des nucléophiles. En fait, les réactifs de Grignard sont des nucléophiles qui vont venir attaquer le carbone d'une fonction carbonyle, donc c'est-à-dire d'une cétone ou d'un ester ou d'un aldéhyde. Voilà. Donc, quand vous avez fait cette déconnexion, on doit utiliser un Grignard. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu les Grignards, je vous conseille quand même, vous tapez ça sur DuckDuckGo, hein, je ne vais pas dire sur Google, et vous recherchez réaction d'organomagnésiens, réactif de Grignard, vous verrez, il y a des pages wiki, c'est assez simple, il n'y a pas de souci. Alors, d'abord, mon réactif de Grignard, c'est une molécule qui possède ce drôle d'enchaînement magnésium-halogène. Ici, j'ai du magnésium et du chlore. Il faut savoir que l'électronégativité du magnésium est plus faible que celle du carbone. Donc, dans une liaison carbone-magnésium, le carbone va attirer les électrons vers lui, dans les électrons de la liaison carbone-magnésium, et donc on aura un carbone delta moins, ce qui est assez exceptionnel. Alors, comment on forme ce réactif de Grignard? On part du composé halogéné et on le fait réagir avec du magnésium. Donc, on fait ça généralement in situ, c'est-à-dire dans le même ballon. On prépare le réactif de Grignard. Ensuite, on vient additionner. Donc ici, j'ai pris l'acétone. On vient additionner l'acétone. Qu'est-ce qui va se passer? Le carbone delta plus du réactif de Grignard va venir attaquer le carbone du carbonyle puisque lui est delta plus. La double liaison CO va se rabattre sur l'oxygène. Alors, vous avez MgCl qui va venir se lier à l'oxygène, ça m'est égal, puisqu'on fait une petite hydrolyse tout de suite en milieu acide et on fait apparaître notre fonction OH, mais également on a bien attaché le groupement méthylphényl. Donc la réaction de Grignard, c'est
un réactif de Grignard qui va venir réagir sur une cétone, une aldéhyde, et on le verra sur un ester. Alors, si on regarde en rétrosynthèse, c'est le même exemple. Oui, j'ai fait 2 fois le travail, moi. C'est pas grave. Donc, oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. Pour la même molécule, en fait, on peut déconnecter à un autre endroit. Ça change rien. Donc ici, la première fois, on a déconnecté en A. Maintenant, on va déconnecter en C. Même chose, une déconnexion de type 1,1 carbone-carbone. On a la fonction alcool avec le carbone positif en dessous qui va correspondre en fait à quoi? À l'acétone ici. Et on a un groupement éthyle chargé négativement ici qui va correspondre à quoi? Ben, au réactif de Grignard qui, à ce niveau-ci, contient 2 atomes de carbone. La synthèse, toute simple. Je n'ai plus mis la synthèse du réactif de Grignard, puisqu'on est en rétrosynthèse, donc on va un peu plus vite. Donc je prends ma cétone, je la fais rencontrer mon réactif de Grignard, suivi d'une hydrolyse en milieu acide, et on a bien ajouté un groupement éthyle sur la molécule. Qu'est-ce qu'on remarque également? C'est que la CO est transformée en fonction alcool. Un autre exemple de synthèse. Donc ici, j'en ai mélangé 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur la molécule de départ? Qu'on a une fonction alcool. En fait, la fonction alcool, si on a affaire à un alcool secondaire ou tertiaire, c'est-à-dire un alcool qui est situé sur un carbone qui est lié à 2 ou 3 chaînes carbonées, on peut directement penser aux déconnexions de type 1,1 carbone-carbone, et je choisis de déconnecter à ce niveau-ci, au niveau bleu. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais obtenir, vous le voyez, directement une cétone. D'accord? Donc le groupement OH est transformé en cétone en rétrosynthèse. Et je vais utiliser un réactif de Grignard. C'est pas le top, hein, vous verrez, il y a un autre moyen, mais c'est pour introduire les réactifs de Grignard et pas tout mélanger à ce niveau-ci. Ensuite, je ne sais pas si vous le remarquez, mais je peux faire une déconnexion de type 1, 2, carbone-carbone, hein, c'est-à-dire introduire ce composé-ci par rapport, en fait, c'est par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, c'est une déconnexion 1, 2. Je me retrouve avec mes 2 syntons. Donc vous voyez, on utilise beaucoup les dérivés halogénés pour avoir en fait des électrophiles, c'est-à-dire des carbones delta+. De l'autre côté, j'ai une molécule qui ressemble à de l'acétone, sauf que elle a perdu un proton. On a un CH2 négatif. Ça correspond à quoi? Ça correspond à notre ami l'acétoacétate d'éthyle. D'accord? On peut, maintenant vous le savez, décarboxyler la fonction ester, ici. Donc j'ai bien CH2, CO, CH3. Pour sa synthèse, donc je pars de l'acétoacétate d'éthyle, je le fais réagir avec la base. Ici, bien entendu, c'est de l'éthanoate.
Donc j'ai même dessiné l'intermédiaire. Je le fais réagir avec notre électrophile pour obtenir cette molécule-ci. Mais qu'est-ce qui nous gêne sur cette molécule? Ben, c'est le groupement ester. Comment faire pour dégager ce groupement ester? Facile. Un petit peu de la base, NaOH. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va transformer l'ester en acide carboxylique. Et ensuite, je le fais chauffer dans un milieu acide, HCl et de la température. Et je vais avoir mon groupement CO2 éthyle qui va partir. Donc j'obtiens la molécule ici. Donc si vous regardez bien, vous voyez que le groupement CO2 éthyle a disparu. Alors, c'est ce que je vous disais. Comme on est dans le chapitre sur les grignards, j'ai quand même mis un grignard, mais c'est pas le top avec la double liaison à ce niveau-là, parce qu'en fait, le carbone ne sera pas réellement très très riche en réellement delta-, parce que la charge partielle négative sera partagée avec la double liaison. Enfin, on peut. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir attaquer le carbone du carbonyle et la double liaison CO va remonter sur l'oxygène. Ensuite, je fais un petit traitement H+ pour hydrolyser et j'aurai la molécule finale. Une autre manière, beaucoup plus classe de le réaliser, c'est de partir de l'éthine, c'est-à-dire un alcyne composé de 2 atomes de carbone, le plus petit alcyne. Qu'est-ce que je vais faire? Je le déprotonne, lui aussi il a des protons acides, et je fais apparaître sur un carbone une charge négative. C'est comme des réactions de Grignard. On a bien à ce moment-là un joli nucléophile qui va venir attaquer le carbone du carbonyle et on va obtenir en fait un COOH et une liaison carbone et ensuite la triple liaison que je vais réduire avec une hydrogénation avec le catalyseur de Lindlar et j'obtiendrai le produit final. Enfin voilà, pour ça c'est un peu plus euh, pas complexe mais inhabituel. Un autre exemple, c'est le double grignard à partir d'un ester. Si vous avez une molécule qui contient, on va d'abord le voir, Donc je prends un ester. Je vais le faire réagir avec un réactif de Grignard. Donc j'ai du MgBr. Donc pour rappel, le CH2 ici est delta+, il est considéré comme un nucléophile. Il va venir attaquer le carbone du carbonyle à ce niveau-ci et ensuite une petite hydrolyse et j'obtiens une cétone. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, au moment où le O- va venir se rabattre et reformer une double liaison carbone-oxygène, c'est le groupement O-éthyle qui va partir. D'accord? Donc en fait, c'est assez amusant. On part d'un ester et on se retrouve avec une cétone. Alors, ensuite, on va réutiliser le même réactif de Grignard et à ce moment-là, on revient dans ce que l'on a fait tout à l'heure. On va additionner le réactif de Grignard sur la CO et on va obtenir un alcool. On a à ce niveau-ci un alcool euh, tertiaire, c'est-à-dire que le carbone... Ah, j'ai mis un hydrogène de trop. Aïe, aïe, aïe. On va le barrer comme ça, hein. Voilà, c'est pas grave. Donc, ce carbone qui porte la fonction OH est bien lié à 3 chaînes carbonées, donc on appelle ça un alcool tertiaire.
Alors, pour terminer, oui, je vais regarder sur mes feuilles parce que je ne savais plus moi. Pour terminer, on va faire un petit résumé au niveau des déconnexions 1-1 qui vont utiliser les réactifs de Grignard. Si j'ai un alcool secondaire, c'est-à-dire un alcool qui est lié qu'à deux chaînes carbonées, on part de quoi? On est obligé de partir d'une aldéhyde, que voici, donc ici c'est R1, et le réactif de Grignard avec le R2. Autre exemple, autre cas, on a un alcool qui est substitué par trois groupements carbonés différents, R1, R2, R3. Là, c'est comme on a fait tout à l'heure, je fais une déconnexion 1-1 et j'arrive à l'acétone R1, R2 et le réactif de Grignard qui porte le groupement R3. Ici, la différence, c'est que j'ai deux groupements identiques, j'ai 2 fois R2. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on peut passer par notre ester. Donc si vous voyez un alcool tertiaire avec deux groupements carbonés identiques, pensez directement à l'ester que l'on va faire réagir avec deux équivalents de réactifs de Grignard R2. Autre chose qui est bien utile, c'est que, en fait, si vous voyez une cétone, ben, on peut faire une transformation du groupement fonctionnel en alcool et repartir. À ce moment-là, vous voyez, cette molécule-ci, c'est celle-ci. Et on peut la synthétiser à partir d'une aldéhyde et d'un réactif de Grignard. Donc voilà différentes techniques pour ces alcools, d'accord? Mais également, les réactifs de Grignard permettent de synthétiser différentes cétones. Donc voilà, cette leçon est terminée. Il y aura, en même temps que la vidéo, les exercices qui correspondent à cette leçon. Donc je vous invite à les faire, de vous entraîner. Et ensuite, comme je vous l'ai noté sur le Discord, on se retrouvera jeudi pour vos questions sur les exercices ou pour vous expliquer d'autres choses, mais là je serai en vocal, vous pourrez me poser les questions. Et le vendredi ou le samedi, je publierai la correction des exercices. N'hésitez pas à m'envoyer les exercices. Je sais que vous êtes débordés pour l'instant, mais faites-en quand même un petit peu. Plus vous allez en faire, mieux ça va aller. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.